Bon allez, on est en live, ça y est, c'est parti. Bien, bonjour à tous, bonjour les internautes. Ravi que vous ayez accepté ce déjeuner virtuel en cette journée fériée du 1er mai. Nous sommes tous confinés, donc nous n'avions pas d'autre choix de nous réunir à travers une visioconférence pour partager ce moment de convivialité avec vous. Alors on a déjà Vincent Labergère qui est parti. Le stress peut-être. La pression. Ah, La le pression, revoilà. Olivier, je reviens. C'est bon, c'est bon. Donc l'idée de ce déjeuner virtuel, eh bien, c'est de montrer à ceux qui connaissent pas Sauternes et à ceux qui le connaissent peut-être pas assez, eh bien, qu'il y a une très grande diversité de vins et qu'il y a une très grande possibilité d'accords. Et donc nous avons décidé d'organiser avec Jérôme Schilling, qui se présentera d'ici quelques minutes, un déjeuner virtuel avec finalement 5 producteurs qui vont présenter tour à tour leur vin et Jérôme devra derrière y associer un plat. Alors peut-être que tout le monde ne vous connaît pas, ce que je vous propose c'est de faire un petit tour des producteurs qui sont avec nous aujourd'hui. On va commencer par Julie et Xavier Gonnet qui sont en haut à gauche de l'écran. Bonjour Julie. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Aline et Philippe Bali du château Coutet. Bonjour. Ensuite, on a Vincent Labergère qui est au centre de Château Rennes-Vigneault. Bonjour à tous, bonjour Olivier. À sa gauche, ou à sa droite plutôt, Luc Planty du Château Guiraud. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. David Bolzan du Château Laforie-Perraguet. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et tous. Et puis, le meilleur pour la fin, Jérôme Schilling. Alors, t'es peut-être l'exception, hein. Tu n'es pas vigneron, que je sache. Tu es un chef, et c'est la raison pour laquelle tu nous as invités chez toi virtuellement. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots qui tu es et pourquoi tu es avec nous aujourd'hui? Ah oui, effectivement Olivier, je ne suis pas vigneron, malgré que c'est un métier qui m'aurait bien plu, parce que ça touche le terroir, la terre, la vie. C'est quand même la vie, le vin. Comme la nourriture finalement, hein, comme des Absolument. plaisirs qui viennent de peur. Donc voilà, moi je suis alsacien. Bon, forcément avec un nom de famille comme Schilling, on ne peut pas trop s'y tromper que je peux être que alsacien. Ou alors anglais aussi. J'ai une épouse qui est anglaise, donc voilà, les choses sont bien faites dans la vie. Voilà, j'ai rejoint la région du Sauternais Mhm. euh, par le biais de la maison Lalique, où j'ai commencé en tant que chef exécutif en Alsace, dans le premier établissement qu'on avait fait à la Villa René Lalique, qui est la maison mère la maison familiale de Monsieur René Lalique. Donc voilà, je suis arrivé dans une région magnifique qui, est, qui a plein de potentiel. Quand je dis plein de potentiel, c'est parce que c'est une région qui est déjà avec des gens très, très chaleureux, très accueillants, avec un terroir exceptionnel. Et j'ai vraiment compris en étant arrivé ici. J'ai eu la chance d'être là un an avant l'ouverture de l'hôtel-restaurant. Donc ça m'a permis vraiment de comprendre beaucoup de fondamentaux. Déjà l'histoire aussi, c'est important de travailler avec l'histoire. C'est ce qui nous fait avancer dans le futur. Et le fait d'avoir été là avec Yannick Laporte, qui est chef de culture, David Bolzan, qui était aussi présent forcément, qui a véhiculé une image de la foi Péraguet déjà dans ces années précédentes. Oui, d'un mot, Jérôme, je t'interromps. Peut-être préciser que la Maison Lalique est aussi, donc c'est les vignobles Silvio Dens, et que donc la forêt Perraguet fait partie Tout à fait, intégrante de. tout à fait. Hein. Oui, tout le monde ne le sait pas forcément, mais Monsieur Dens est propriétaire donc des vignobles Silvio Dens, donc avec le château Faugère, Ouais. qui est sur Saint-Émilion, et le château La Forêt Péraguet, premier cru classé à Sauternes. Donc voilà, on est 2019? dans une région que j'ai apprivoisée, parce que voilà, moi je suis alsacien et j'ai déjà une souche. J'avais travaillé, mon premier établissement que j'avais fait en Alsace, c'était déjà un vigneron, où on faisait du Gewürztraminer, du Riesling, des Pinot Gris, qui s'appelait Hubert Metz. Et donc j'avais Ouais. déjà un peu cette conscience et ce respect du terroir. J'avais fait quand même 3 ans et demi là-bas. Et finalement, c'est un peu un retour aux sources. On arrive dans une région qui fabrique du liquoreux. Ouais. Donc j'avais effectivement un petit peu peur
de ce côté sucré qui risque de prendre forcément une dominante sur mes plats en cuisine. Mais finalement, c'est une fausse idée parce que maintenant, aujourd'hui, les vins de Sauternes sont très frais, sont sur les côtés d'agrumes, exotiques, surtout sur le millésime 2015 qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais j'ai pu vraiment bénéficier de cette chance de temps de pouvoir apprivoiser cette région et de pouvoir articuler ma cuisine en faisant des expériences uniques, sans oublier forcément les fondamentaux qui sont le sauterne avec le foie gras, où maintenant, au jour d'aujourd'hui, on a une complexité qui est différente, justement avec cette fraîcheur, avec ces notes d'agrumes qui ramènent justement une identité particulière à cet accord. Mais c'est vrai qu'au Château Laforie, je me permets des choses que je me serais certainement pas permis 4 ans avant, parce que voilà, j'ai pu avoir cette chance de comprendre toutes ces complexités. Alors, tu as eu une étoile en janvier 2019, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Bon. Assez rapidement, oui. Alors justement, ça tombe bien, Jérôme, parce que pour ce déjeuner virtuel, on va te tester. Parce qu'une étoile, c'est bien, mais on veut s'assurer quand même que tu es à la hauteur des grands vins que tu vas devoir travailler. Et le projet de ce déjeuner virtuel, c'est justement de ne prendre des sauternes que dans le millésime 2015. Donc tous les producteurs qu'on vient de présenter vont te dire quelques mots sur ce millésime 2015 et tu vas devoir, tu n'as que quelques minutes, nous proposer un plat. Alors, pas un plat que tu présenterais éventuellement au Château Laforie-Péraguet, mais quelque chose qu'on pourrait se réapproprier chez nous pour justement associer ces grands vins à ta cuisine. Est-ce que tu es prêt à relever le défi? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Bon, alors, écoute, on va compliquer un peu plus la tâche parce qu'il n'y a que des 2015, exception faite de Julie-Xavier Gonnet qui représente le château Gillette, qui est un mythe à Sauternes. Hein, et tu n'es pas sans savoir que c'est un Sauternes qui sort toujours après au minimum 10 ans de vieillissement. Donc là aussi, on t'attend au tournant. Hein. Alors, on va commencer. On a pris peut-être le plus diplomate de tous les producteurs qui sont présents aujourd'hui. On a pris Luc Planty pour commencer en douceur. Qui va te présenter quelques mots le Château Guiraud, son millésime 2015. Alors Luc, je pense que Château Guiraud, quand même, c'est assez particulier. Il y a une philosophie quand même très, très particulière à Château Guiraud, notamment avec le Sauvignon. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots déjà sur ton domaine et ensuite sur le 2015? Alors, je peux donner quelques mots sur la propriété. Hein, c'est pas encore mon domaine, même si j'aimerais beaucoup. Actuellement, à Guiraud, il y a 4 propriétaires. Qui se partagent la propriété et les particularités de Guiraud, c'est comme tu le dis, le Sauvignon. Donc on a une propriété avec 35% de Sauvignon dans son assemblage. C'est un choix, c'est un style. On aime beaucoup ce côté fraîcheur que cela peut apporter dans nos vins. Et ça permet à Guiraud de se reconnaître souvent en dégustation, comme tous les styles des vins qu'on a aujourd'hui, qui sont tous typiques de leur vinificateur. Guiraud a une autre grosse particularité, c'est qu'on est certifié bio depuis 2011, donc on a commencé en 96, et qui, on pense, nous permet d'avoir une expression du terroir et une expression de nos vignes beaucoup plus forte et sans filtre. Surtout que depuis 2001, avec l'association des cépages blancs dont Château Coutet fait partie également, on ne travaille qu'avec une sélection massale et on ne replante la propriété qu'avec des clones provenant de cépages de la région et prélevés sur les parcelles de la région. Donc le 2015, c'est notre 5e millésime certifié bio, qui a conforté vraiment notre choix technique, puisqu'on a commencé les vendanges le 7 septembre, on finit le 8 octobre, donc bien avant la dégradation météo, puisque comme on sait quand même qu'à Sauternes, les vendanges sont parfois un peu compliquées, il faut essayer de finir avant les pluies, avant le mauvais temps, pour entrer des vins qui soient dignes des premiers crus que l'on peut produire dans la région. Ouais. Donc le 2015, c'est un très beau millésime, comme tout le monde le sait, c'est un super millésime à Bordeaux, un super millésime à Sauternes, avec un botrytis qui s'est développé de façon très homogène, très rapidement, et qui nous permet d'avoir un vin avec beaucoup de fraîcheur et beaucoup d'acidité. D'ailleurs, est-ce qu'il y a, puisque tu as une grosse dominante de Sauvignon, est-ce qu'il y a une différence entre l'installation du botrytis sur le Sauvignon et l'installation du botrytis sur le sémillon? Est-ce que ça crée
je dirais, des singularités aromatiques? Est-ce que ça apporte quelque chose de différent par rapport aux autres sauternes qu'on va évoquer dans quelques instants? Le développement du botrytis sur le Sauvignon, oui, c'est pas la même chose que sur le Sémillon, d'un côté gustatif, parce que tout simplement, la matière première n'est pas du tout la même. Le côté, on va dire que le botrytis sur le sémillon va peut-être permettre de faire ressortir tous les côtés fumés typiques du sémillon, du cépage qui est quand même typique de Sauternes. Ouais. C'est quand même la dominance de tous les assemblages de Sauternes. Et sur le Sauvignon, il va permettre d'apporter parfois certains côtés mentholés, certaines tensions et un ressenti d'acidité qui en fait n'est pas forcément des vins plus acides, mais c'est surtout qu'on a une aromatique portée sur l'acidité. Et donc on le perçoit comme plus acide ensuite en bouche. Bon, alors ce 2015, donc millésime exceptionnel, je pense qu'on en est tous d'accord. C'est un millésime extraordinaire à tout point de vue. C'est très difficile d'avoir des mauvais millésimes à Sauternes parce que dans le cas où l'année est mauvaise, en général, vous affranchissez de produire du vin. Mais là, je dois dire que ça dépasse tout ce qu'on aurait pu espérer. Comment tu décrirais Guiraud 2015 pour Jérôme, qui doit quand même, dans quelques minutes, te renvoyer la balle? Je le décrirais comme un grand vin surtout, mais qui est très facile d'accès. C'est-à-dire qu'il a toutes les caractéristiques d'un superbe vin, d'un grand vin, mais il n'est pas trop complexe et il n'est pas trop compliqué à approcher. Vous pourrez comparer à 2001 ou 2011, qui sont des super millésimes à Sauternes, qui sont des très grands millésimes à Sauternes, mais qui parfois peuvent, lors de la dégustation, être impressionnants. Ouais. 2015 est beaucoup plus accessible et on arrive vite à percevoir toute l'âme et toute la profondeur du vin. Et au niveau, parce que c'est une question que posent généralement les amateurs, qui pour moi n'a pas vraiment de sens parce que c'est plus une affaire d'équilibre qu'autre chose. C'est un millésime qui est riche en sucre ou c'est quelque chose de classique par rapport au millésime antérieur? C'est un millésime qui est comme les autres, puisqu'après, souvent, les vinificateurs essaient toujours d'avoir des vins qui conservent le même style. Donc, on n'a pas une richesse en sucre excessive. Et tout dépend à quel niveau on place la barre pour dire que c'est riche en sucre. Voilà, les Sauternes produits sur la majorité de l'appellation, c'est des choses qui sont entre 120 et 140 grammes de sucre résiduel. Est-ce que c'est riche pour autant? Il y en a qui vont trouver que ça très pauvre, il y en a qui vont trouver ça très riche. Vous avez des cuvées qui montent jusqu'à 180, 190 grammes sans aucun problème. Oui, absolument. Une question sous la forme d'une boutade. Est-ce que tu penses que tu fais des vins meilleurs que ton père? Forcément. Forcément. Bon, Xavier, si tu nous entends, tu as mon numéro et on pourra échanger. Oui, voilà. Bon, merci beaucoup, Luc. Bon, plaisir. tu as quelques éléments, Jérôme, là pour te défendre. Donc, on est à l'apéritif. Hein. Qu'est-ce que tu pourrais nous proposer là-dessus? Alors, mon cher Luc, ce que je te propose pour ton millésime 2015, bon, c'est simple et facile. Hein. Donc, comme le jeu a été établi, c'est quand même une recette qu'on peut refaire chez soi facilement. Parce que forcément, si je prends des recettes que je fais au restaurant avec le matériel que j'ai et l'équipement, ça va être compliqué. Même moi, hein, j'ai le même problème à la maison hein, depuis le confinement. Des fois, je vais faire des choses, ça réussit pas forcément parce que j'ai pas les mêmes conditions. Mais bon, ça va, on s'en sort quand même. Bienvenue au club. Pardon? Bienvenue au club, Jérôme. On voudrait bien que ce soit bon et puis parfois c'est compliqué. C'est ça. Du coup, moi, ce que je propose, parce que bon, comme tu en as parlé, Luc, le Guiraud 2015, j'ai déjà eu l'occasion de goûter plusieurs fois. On est sur le côté bio, bien sûr, chez Château Guiraud, avec des fûts neufs, donc on est sur une certaine fraîcheur. Moi, déjà, je le conseille déjà pour le vin de le servir sur 8 à 10 degrés pour l'apéritif, parce que du coup, on va chercher une certaine fraîcheur pour vraiment avoir une appréciation optimum de l'apéritif. Et je l'aurais accordé simplement avec des huîtres. Mais des huîtres un peu retravaillées justement dans l'esprit de ce qu'on ressent dans le millésime. Parce que c'est le travail que je fais à la Florie. C'est vraiment de reprendre ces senteurs qu'on a dans un vin, dans le Sauterne, de retrouver ces senteurs-là et de les retranscrire dans le plat.
Et donc, je serais parti sur une huître qu'on ouvre, tout simplement, comme on sait faire dans la région. Et, On en a quand même pas mal Luc, sur le bassin d'Arcachon. Luc, pour l'instant, il se foule pas trop. Hein. On met des huîtres, moi, s'il m'amène le plateau, je le mange. Hein. Je ne suis pas encore allé au Ah. fond des choses. Hein. Donc, on ouvre les huîtres. On garde bien sûr le nerf parce que ça ramène quand même une texture. Moi, j'aime bien le garder. On enlève bien sûr la première eau. Après, on les met dans une casserole. Ces huîtres-là, on garde bien les coquilles. On les rince un tout petit peu. Au niveau technique, pour les garder bien droites, on les met sur une plaque avec un aluminium un peu froissé pour les poser dedans. Donc là, elles sont bien propres, séchées, les coquilles d'huîtres. Les huîtres qui sont dans la casserole, on met juste un tout petit peu de sauterne dedans. Et on les tiédit légèrement pour les saisir. Mais vraiment juste tiédit. Donc ça va un peu les serrer. On les enlève tout de suite et on les dispose dans l'huître. Dans la coquille d'huître qui est bien à plat dans le papier aluminium. Et à côté de ça, on prend une orange qu'on pèle à vif. On fait le tour de l'orange comme ça. On récupère les suprêmes et on coupe les suprêmes en 4. Donc ça va faire des petits carrés. Et ça, on va l'assaisonner avec une julienne de menthe. Une julienne de menthe fraîche qu'on va mélanger, qu'on va assaisonner. Et on va la disposer tout autour de l'huître qui est dans la coquille. Et par-dessus, on aura préparé la veille. Et puis moi, j'en ai tout le temps dans le frigo. Je ne sais pas si vous faites la même chose, mais j'ai toujours des pickles. Donc les pickles, c'est simple. C'est miel et vinaigre. Donc en plus, dans la région de Sauternes, on a beaucoup de ruches. On n'a pas notre ami du château Rabot-Promis, mais Thomas Desjans, il fait du miel à temps perdu, comme si le vigneron n'avait pas assez de travail. Exactement. Il fait encore du miel. Et il me semble même qu'au château Guiraud, vous faites du miel. Non, pas encore. Ah, pas encore. Il me semblait que j'avais entendu que vous faisiez du miel. Bon, nous, on en fait aussi un petit peu à la Florie, mais à très petite échelle. Donc ça, alors, c'est on a miel. 4 ruches depuis très récemment, c'est super. Ah, super. En plus, là, elles sont super contentes en ce moment. Il n'y a personne qui vient les embêter. Pas trop de Il y pollution. a quand même des choses positives pendant ce confinement. Donc, du coup, pour les pickles, donc c'est miel et vinaigre. Un tiers miel et 2 tiers vinaigre. Donc, après, vinaigre. Bon, après, moi, je suis alsacien, donc j'aime bien utiliser le vinaigre de Belfort, que la famille Coutet doit certainement avoir dans son placard. Bien sûr. Après, on peut prendre un vinaigre de vin. Au contraire, si on a un vinaigré avec du vin de Sauternes, on peut très bien prendre du vinaigre de Sauternes. Et là-dedans, je mets des radis. Ah. Alors, des radis violets, des radis blancs qu'on lave bien, qu'on coupe en 4 ou en 6, suivant la taille qu'on veut. Et ça, j'ai toujours au frigo. Donc ça, c'est des pickles qu'on peut conserver 1 mois, 2 mois, 3 mois dans le vinaigre, il n'y a aucun problème. Et ça, juste rajouter par-dessus l'huître. Et voilà, donc du coup, ça fait, après, présenter à l'apéritif, simplement à la maison, ou le laisser sur l'aluminium, ou moi, je mets un peu de gros sel, et je pose des huîtres dedans, et puis on peut les manger comme ça, en partage pour l'apéritif. Donc c'est l'huître, donc en saveur, on retrouve bien le côté agrume avec l'orange, la menthe, qui ramène cette fraîcheur qu'on retrouve dans le 2015 de Château Guiraud, et puis le pickles qui va ramener le côté croquant et le côté un peu mielleux et vinaigré. Voilà, la petite recette. Bon, je retire ce que j'ai dit. Hein. Ça donne faim. Mais c'est très simple. Très facile à faire, très facile. Olivier, je t'interromps 2 secondes. J'ai pas mal de messages d'internautes qui disent qu'ils n'arrivent pas à voir la vidéo sur YouTube. Ouais, Ah, moi aussi. pourtant je l'ai en live, moi. Alors, Là, écoute, s'ils m'entendent, il faut qu'ils aillent sur Olivier Borneuf et la vidéo est en live. Je l'ai à côté sur mon écran. Et alors moi, nous, sur le téléphone à côté, c'est marqué en attente d'Olivier. Non, alors qu'ils aillent sur le compte, sur mon compte, et ils auront la vidéo en live. Peut-être qu'elle n'a pas été de suite rattachée à la vignette. C'est pas info, alors, parce qu'on voit Il plein va y de avoir un embouteillage, c'est pour ça. Bon, au pire des cas, pas d'inquiétude, la vidéo est enregistrée et sera rediffusée, donc c'est pas un drame. Mais elle est en live, hein, moi je l'ai là. Hein. J'ai un autre écran et elle est dessus. Moi, je l'ai pas, mais bon. Hop.
Non, non, je vérifie à nouveau, elle y est bien, hein, on nous voit. Tout le monde est souriant. Ouf, c'est rassurant. Bon, Jérôme, merci beaucoup, hein. C'est Ouais. bon, assez bluffant et effectivement pas très très compliqué à faire dès lors qu'on a les ingrédients. Je dois dire que ça correspond assez bien à l'image que j'ai de Guiron en plus. Je trouve que le côté un peu terreux avec sans le côté défaut hein, qu'on peut associer à ce terme-là, le côté terreux du radis, les agrumes avec le côté menthe et cette dominance sauvignon qu'on a dans le château Guiraud, ça fait écho pour moi, hein. Je trouve que ça fonctionne assez bien déjà sur le papier, hein. Donc hâte d'essayer ça à la maison. Bon, merci, bravo, t'as rempli le Merci, premier challenge. Jérôme, merci. Ouais. Merci. Bon, on va monter un petit peu en puissance. Euh, Plus pour des questions de style, je pense. On va laisser la parole à Vincent Labergère du château Rennes-Vigneault. J'ai eu aussi la chance de déguster son 2015. Bon, c'est une bombe, hein, c'est tonique, c'est extrêmement puissant, très équilibré aussi. Euh, Écoute Vincent, si tu peux nous dire déjà ce qu'est Château Rennes-Vigneault, euh, nous expliquer aussi ce que tu recherches dans Rennes Vigneault et comment tu travailles pour donner quelques éléments d'appréciation à Jérôme. Château de Rennes-Vigneault, c'est une propriété de 84 hectares qui est située sur la commune de Beaume. C'est le point culminant de cette commune et on a le Ciron, notre fameuse rivière qui coule au pied de la propriété. C'est une propriété qui est d'un seul tenant, qui appartient aujourd'hui à Derek Smith, qui a une holding de vente à distance et qui, lorsqu'il a racheté cette propriété en 2015, totalement est tombé sous le charme de cette propriété. Et il y a de quoi, hein, quand on vient à Rennes-Vigneault, c'est vrai que c'est un endroit qui est magnifique. Et donc depuis 2015, il a décidé de redonner toute la grandeur passée au château de Rennes-Vigneault. On est sur une grosse diversité de terroirs. Alors ça peut paraître surprenant de partir là-dessus, mais c'est vrai qu'on travaille, comme le dit, avec le critère. On est suffisamment tous pour attendre que le raisin pourrisse. Et la diversité de terroirs, elle est intéressante parce que elle va permettre au moment des vendanges d'être toujours au bon endroit au bon moment. Et ça, c'est quand on est producteur, d'ailleurs, comme dans la vie, c'est... Ah, on t'a perdu. Revenir sur le millésime 2015, on est à Rennes-Vigneault sur une grande d'argile, des argiles gonflantes. Et en 2015, c'était important parce que c'est un millésime qui est très bien petit, un très beau printemps, une fleur magnifique, et derrière, sécheresse. C'est là où on a commencé à tous vraiment se rendre compte que les étés pouvaient être beaucoup plus chauds qu'ils ne l'étaient avant. Et donc grosse sécheresse en 2015 et l'humidité est arrivée ensuite. Donc c'est vrai que ces terroirs argileux sur la propriété ont permis de garder beaucoup de fraîcheur. Et la vigne, elle est comme tout le monde, hein. Elle aime pas être stressée, c'est pas vrai. Et donc il y a une régulation hydrique qui s'est faite sur la propriété qui a permis de tondre et de garder un raisin croquant et frais au moment ensuite, on est très classique, hein, 80% de sémillon, 20% de sauvignon, 2-3% de muscadelle. 20% de ces millions, c'est pas rien, hein. De Sauvignon, c'est pas rien. Oui, mais je pense que de plus en plus, on retrouve sur les propriétés une augmentation du pourcentage de sauvignon. Encore une fois, hein, moi j'ai vinifié mon premier millésime de Sauternes en 1996. À l'époque, du Sauvignon. Il y a Luc qui se moque de toi, hein. Oui, je sais, il n'était pas né. Mais à l'époque, c'était un vrai défi d'arriver à avoir une belle pourriture noble sur un Sauvignon. On n'y arrivait pas forcément tous les ans. C'est pour ça que le Sauvignon n'était pas aussi présent. Aujourd'hui, pour reprendre quelque chose qui parle de nous, le Cabernet Sauvignon rouge, ça fait pas 13,5. À Bordeaux, c'est pas mûr. À l'époque, on l'a passé à 10,5 et on était fiers. Et bien là, c'est la même chose. Et du coup, on peut faire aujourd'hui des sauvignons qui sont
extraordinaires avec une pourriture noble qui est vraiment merveilleuse. C'est le cas, je trouve de plus en plus, on trouve ça sur la propriété, en tout cas au château de Rennes-Vigneaux depuis 2013, et avec au moins le type de 15, c'est 13, 15, 17, 19. Pas très compliqué, c'est 2 ans. On se repose un an et on repart dans ce style avec un Sauvignon qui est très pur, qui a une élégance extraordinaire et qui va conférer dans la propriété quelque chose aujourd'hui qui permet assez facilement de reconnaître les vins à l'aveugle, c'est du litchi. Ouais. Un Sauvignon qui va apporter une note de litchi, c'est la spécificité de ce terroir que l'on a. C'est des petites graines à l'entrée de la propriété posées sur de l'argile et qui donnent, une fois que le botrytis cinéral s'est installé, la pourriture noble arrive, et là, ce Sauvignon qui est déjà naturellement très intense aromatiquement va partir sur cette litchi. Évidemment, 80% de ces millions, on ne peut pas ne pas en parler, et là on est dans la structure, on est dans cette puissance, on est sur cette argile qui descend sur la partie ouest de la propriété, donc on regarde le Ciron, nous on ne regarde pas la Garonne, mais on regarde, là on va avoir la puissance et l'élégance qui vont arriver dans les mots qui seront rencontrés sur cette partie. Vincent, est-ce que tu peux couper ton haut-parleur? J'ai coupé mon haut-parleur, donc je ne t'entends plus par contre. Ah, alors remets-le. Non, par contre, je l'ai énormément baissé. D'accord. Peut-être que c'est mieux comme ça. Ça marche. Ouais, c'est Ça mieux. va mieux? Ouais, ça va mieux. Vas-y, on t'écoute. Du coup, voilà, j'étais en train de parler de cet assemblage Sémillon-Sauvignon sur le 2015. On est sur un millésime plutôt fulgurant. J'aime bien, moi, ce genre de millésime où on est en sprint. On commence très tôt, on accélère de plus en plus et on finit à fond. Voilà, c'est les millésimes, en fait, où on est sur presque des one-shots. C'est-à-dire que là, on a 2 jours pour passer à tel endroit, pour garder la pureté, et puis ensuite, on enchaîne. On attend 3, 4, 5 jours et puis on recommence. On est sur des fulgurants. C'est des années où on a tourné sur la propriété à plus de 120 vendangeurs pour avoir cette fulgurance et vraiment capter le botrytis comme on le souhaitait. On est sur un travail maintenant d'assemblage au niveau des tris, puisque pour la spécificité, tu me demandais moi ce que je recherche sur Rennes-Vigneaux, je recherche un sauterne désaltérant. Il n'y a aucun paradoxe à ça, un sauterne doit être désaltérant aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord. Donc pour ça, travail au moment des tris avec un petit peu de raisin doré, un petit peu de raisin en bruit plein, de façon à apporter de l'amertume, de l'acidité et de la salinité. Ce sont les 3 éléments qui vont faire qu'un Rennes-Vigneaux aujourd'hui peut être désaltérant et va avoir une tension qui, c'est ce que je recherche en tout cas, appelle le verre suivant. Donc on n'est pas dans un phénomène de satiété, on est dans un phénomène d'appétence. C'est bon, ça va générer des vocations de boire de plus en plus, tant mieux, c'est un peu ce qu'on cherche à Ligneron, mais on est dans cet équilibre, dans cette harmonie, où finalement, peu importe l'entrée en bouche, à Rennes-Vigneaux, c'est vrai que c'est pas parce que je vais travailler, j'ai une opulence, j'ai un terroir puissant, donc laissons-le s'exprimer, c'est un grand terroir. Par contre, sur la finale, on va être dans une tension qui fait qu'on va resserrer le vin. Il y a un travail au niveau des barriques également. Et on va apporter cette petite touche d'amertume, de salinité qui fait que le sucre est totalement occulté. Et on n'est pas obligé de rester sur cette sensation on salive pour nettoyer. On salive parce qu'il y a de l'appétence. Je résume ça, c'est le principe de la cacahuète. Quand on mange une cacahuète, on a envie de reprendre la suivante, même si on n'aime pas ça ou si on n'a pas forcément. Donc on est là. Mais j'ai un souvenir mémorable d'une dégustation sur barrique que l'on avait fait ensemble, où effectivement on avait convergé vers la même idée que finalement à Rennes-Vigneaux, le style que tu avais insufflé était un peu comme un cône qui rentre de façon un peu pointue et qui explose après en fin de bouche avec beaucoup d'énergie et de tonicité. C'est tapissant, c'est plein, c'est énergique et effectivement on a quelque chose de très aérien en deuxième partie. Moi je trouve que tu as parfaitement résumé le style de Rennes-Vigneaux et puis gros travail sur les barriques, tu l'évoquais à l'instant parce que, dis-moi si je me trompe,
le vigno, c'est quand même une butte à 360 degrés. Donc, tu as un gros travail d'assemblage déjà à la vendange et un gros travail d'assemblage ensuite dans ton chai avec tous les choix de barriques que tu as décidé en amont. C'est quand même un travail colossal, quoi. Et puis, il y a des sacrifices. On est effectivement, il y a une diversité de terroirs. Le botrytis insuffle une autre diversité que j'appelle temporelle. Le fait sur chaque parcelle de ramasser 3, 4, 5 ou 6 fois chaque parcelle va apporter une double complexité. Donc on va être sur une complexité qui est au niveau de ce terroir, hein. Donc j'ai des versants nord, sud, est, ouest, avec des pentes comme tu le disais, sur les quatre versants. J'ai la chance d'avoir le début du plateau calcaire à Astérique-Barsac. Sur la partie basse de Rennes-Vigneault, j'ai même ça. Et puis derrière, quand je suis sur la partie est, celle qui regarde Ikem, là je suis sur cette petite grave très fine qui est merveilleuse. Et effectivement, on finit chaque demi-journée de chaque équipe est isolée. Ça veut dire qu'on va finir avec un nombre de vins qui est très très important. Il y a un gros travail derrière de sélection pour arriver aux deux styles de la propriété sur le château de Rennes-Vigneault et sur le Madame de Rennes. Avec cette volonté, aujourd'hui, très très sincèrement, moi j'écarte aujourd'hui certains lots. Il y a 20 ans, j'aurais été fier de mettre ça dans le premier vin parce que c'était le style, ou il y a 25 ans même, le style de ce que je recherchais à l'époque, hein, dans ma fougueuse jeunesse. Aujourd'hui, maintenant que je suis un petit peu plus assagi, c'est pareil, mes vins, j'ai tendance à les tendre un petit peu plus et du coup à aller chercher autre chose que cette puissance et cette opulence. Je vais construire autour de la salinité, de l'amertume, de l'acidité. Les tonneliers m'aident beaucoup. Je travaille exclusivement avec des tonneliers bourguignons parce qu'on est dans la dynamique. Ce sont des barriques qui vont mettre une dynamique supplémentaire au vin. Ouais, je suis d'accord. Bon, je vois Jérôme qui note, tu es en train de lui poser pas mal de problèmes, hein, ce qui ne s'attendait pas à ça. C'est sûr qu'il va très très bien. Je reviens d'un mot sur Luc, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense que Luc, malgré ton jeune âge, hein, je m'associe à toi, je pense que toi aussi, tu as aujourd'hui dans ce 2015 fait des tris que peut-être ton père n'aurait pas fait auparavant, non? Là, je fais exprès de taquiner Xavier à distance, hein. Je sais qu'il n'est pas là, j'en profite, hein. Non, après on a... Mais comme l'a si bien dit Vincent, en 2015 c'était vraiment du one shot, c'était une course. Il y avait des parcelles qu'il fallait surtout pas rater, qui à une demi-journée près étaient bonnes une demi-journée, et le lendemain on savait que c'était trop tard, c'était trop concentré. On a fait des choix sur éviter des surconcentrations. Et Vincent a très bien expliqué. On est sur des styles avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de tension. On ne fait plus les sauternes qu'on a pu produire peut-être il y a 30 ans où on recherchait des très belles concentrations. On cherche des choses qui ont qui ont une vraie expression du terroir et qui amènent un deuxième verre. C'est exactement ça. Bon, Jérôme, je te laisse encore un petit peu de temps ou tu as déjà pris toutes tes notes? Non, ça va. Bon. Alors, là, tu as un gros challenge à relever. Tu as parfaitement réussi le premier. Un deuxième avec le Château Rennes-Vigneault 2015. Qu'est-ce que tu nous proposes? Vincent a très bien expliqué. Donc, ce que je te propose... Je bois un coup, hein. Non, moi j'ai une bouteille de sauternes côté de moi, mais elle est fermée. Hein. On est sur un terroir Sauvignon, donc avec les plus belles vignes. Donc on est sur une complexité comme Vincent le disait, aussi avec les notes de litchi. On est vraiment l'agrume confit aussi. Moi je retrouve beaucoup le pomelo. Donc on est quand même sur des notes assez exotiques. Moi, ce que je proposais, je voulais partir sur quelque chose de végétarien. Parce qu'en plus, là, on est dans le printemps, le début des courgettes. Donc, j'en ai de mon... Alors, on a fait nos premiers essais. On est en train de lancer un très gros jardin à la Fouille. On a déjà planté donc, des courgettes. Je ne sais pas si vous voyez. Waouh! En fait, on a des mini courgettes jaunes, rondes. Ah, super. Des petits pâtissons. Les petites courgettes vertes là, qui sont sorties aussi. Bon.
Après, je sais bien qu'en particulier, on a du mal à trouver. Il y en a même des bicolores, là. Et Jérôme, ça vient du jardin de la forêt Péraguet, c'est ça? Alors, ça fait. En fait, je suis venu il y a 3 ans. Donc ça fait maintenant presque 2 ans qu'on est ouvert. Je voulais lancer dès le début le jardin. En fait, on a une parcelle qui est les anciennes parcelles des ancêtres où il n'y a jamais eu de vigne, mais c'était des terrains agricoles, où ils faisaient leurs pommes de terre et tout ça. Bon, vous vous doutez bien que quand on ouvre un établissement comme le nôtre, et puis dans la précision que notre propriétaire Silvedens veut aller, on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc il faut y aller étape par étape. Donc bon, ce jardin-là, on s'en est occupé, on l'a entretenu, on a coupé l'herbe, on a mis de l'engrais vert au fur et à mesure. Et là, on fait les premiers essais pour voir ce que ça donne pour l'année prochaine, être dans une optique d'autonomie au niveau de nos légumes. Mais attention, je ne m'invente pas comme jardinier, hein, je reste cuisinier. Hein. C'est comme vous êtes vigneron. Hein. Faut pas mélanger, on peut pas faire. Pas cuisinier. On peut pas tout faire. Donc là, ça sera vraiment mon maraîcher dans le Gers qui va s'en occuper, qui fait ça depuis 40 ans, qui maîtrise et qui s'occupe de faire ces essais-là. Donc pour revenir au plat avec le vin de Rémigneux, donc déjà au début, je voudrais parler, pour moi c'est très important, les températures de service du vin. Oui. Parce que pendant beaucoup d'années, que ce soit avec le vin rouge ou avec le vin blanc, on ne sert pas toujours à la bonne température et on ne ressent pas l'expression exacte des vins et respecter ce que le vigneron a fait. Donc pour moi, il faudrait le servir entre 12 et 14 degrés. Et je serais parti donc sur un plat végétarien, donc des tempuras de courgettes. C'est très simple à faire. Une tempura, c'est... Vincent fait la grimace. Hein. Non, Vincent fait la grimace, Jérôme. Fais très attention. Hein. Non. Alors, des tempuras de courgettes, donc il n'y a pas besoin de les cuire, donc il y a très peu de travail. Bon, après, si vous n'avez pas de petites courgettes, vous prenez des grandes courgettes que vous taillez en biseau pour faire des sifflets, on appelle ça. Assez épais. Et la pâte à tempura, elle est très simple, c'est farine, eau gazeuse et un œuf. Et du sel pour assaisonner. Donc ça, c'est mélangé, ça va faire une pâte. Les courgettes crues, on les passe, c'est une technique qui est intéressante, c'est de mettre de la fécule au lieu de mettre de la farine. Donc on passe la courgette dans la fécule de pomme de terre ou la fécule de maïs. Ça permet d'accrocher la pâte à tempura au produit. Et après, on les trempe dans de l'huile. Moi, je prends toujours de l'huile de pépins de raisin pour rester dans la continuité de notre environnement à 170 degrés et on frit ces beignets ces tempura de courgettes. Et à côté, je fais une sauce. Donc, je me suis inspiré un peu pour rester un peu dans cet esprit exotique japonais aussi, parce que quand j'étais sur Lyon, j'ai beaucoup voyagé sur Osaka. Donc c'est tempura aussi, cette recette que je vais donner est vraiment une recette qui est faite là-bas. Et je serais parti sur un ceviche pour faire une sauce à base de jus de pamplemousse, gingembre râpé, pour ramener un peu de fraîcheur et de oignons rouges émincés, et quelques gouttes d'huile de sésame. Ah oui. Donc ce jus de pamplemousse, c'est quelques gouttes d'huile de sésame, l'oignon et la coriandre fraîche et le gingembre. Ça va donner un jus. Ça, on va le laisser pendant une bonne heure au frigo en train de macérer, de faire sa vie. Après, on le filtre. Et à côté de ça, on le met dans un petit cul de poule. On va monter comme une mayonnaise, moutarde et huile de colza. Parce qu'il faut savoir que l'huile de colza, il y a beaucoup d'oméga 3. Donc, il fait beaucoup de bien à notre corps. Pour l'arachide, moi, je ne consomme pas trop d'arachide. Hein. Ça ramène beaucoup de graisse qui est pas forcément nécessaire pour notre bien-être. Donc moutarde colza, donc ça je l'émulsionne comme une mayonnaise avec un fouet. Et après je rajoute ce jus de pamplemousse qui a macéré avec cette coriandre et ce gingembre. Donc ça va vous faire une petite sauce un peu consistante, mais pas trop non plus. C'est pas une mayonnaise. Et après, les tempura, on les sert chauds dans une assiette, dans un panier au milieu de la table. Chacun a son petit pot et on peut se servir de tempura pour l'entrée et qui s'accordera bien, je pense, avec ce sauterne parce qu'on va se retrouver un peu avec des notes
je vais pas aller dans le terme asiatique parce que c'est faux. Parce que finalement, si on prend l'histoire du ceviche, le ceviche, c'est péruvien. Donc on est plus vraiment sur ces notes un peu cuisine du monde, que j'aime bien associer avec ce terme, mais en étant dans la discrétion quand même. Voilà. Je ne sais pas si ça vous va comme recette. Ah oui, ça fait envie là. On arrive. On arrive, oui. Bon, j'ai les courgettes, la patate tempura, elle est vite faite. Les pamplemousses, je sens qu'il m'en reste encore un, je pourrais vite le faire si vous voulez. Il manque juste l'adresse. Pas loin de chez toi. Ah, Jérôme, c'est bluffant parce que ça colle tout à fait à l'image que, enfin, en tout cas, moi, je me fais des deux vins qu'on vient de présenter, Château Guiraud et Château Rennes-Vigneault. C'est vraiment dans la continuité de ce que l'on ressent en dégustation. Donc, félicitations vraiment. Merci. Ouais, vraiment, vraiment, je suis bluffé. En plus, c'est assez simple, effectivement. Ça me semble accessible. Et puis, tu réponds à ce critère d'originalité qu'on attendait tous sur Sauternes, hein, qu'on a tendance à associer classiquement avec, comme tu le disais en introduction, avec le foie gras ou le roquefort. Et puis, ça y est, on a fait le tour. Là, tu nous as amené en Asie. On est allé du côté de Cancale à manger des huîtres. Bon, écoute, moi, j'ai qu'une envie, c'est de continuer. Par contre, là, on va te laisser souffler un petit peu, je crois. Ou on va aller d'abord, tant que je me trompe pas. Oui, on va te laisser souffler. On va rejoindre David avec la Fourrie Péraguet, que tu connais par cœur évidemment. On va quand même profiter de l'occasion pour dire deux mots sur la Fourrie Péraguet, qui fait partie aussi des très très grands châteaux de Sauternes. Et puis tu nous diras ce que tu proposes sur ce grand vin, toujours en 2015. Hein. Bien sûr. Oui. Allez David, c'est à toi. Parfait, merci. C'est bon, la ligne est bonne. Tout Ouais. fonctionne. Bon, merci à tous d'être là. Donc, quelques mots sur la Fourrie Péraguet. Donc, ce château, en fait, a une particularité. Déjà, c'est qu'il vient de fêter ses 400 ans. Donc, on peut imaginer qu'il y a eu à peu près 400 millésimes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'histoire derrière ce château. Ça, c'est une première chose. Il a été racheté il y a à peu près 5 ans par Sylve Benz, qui est un amateur des grands vins en général, de Bordeaux en particulier, et bien sûr de Sauternes. Et très rapidement, il a eu un intérêt de construire un projet, parce que c'est un lieu qui est une région fantastique, et puis également, il y a un point de vue fantastique depuis le château, et ce château est aussi très particulier, puisque c'est un château fort avec ses forteresses et ses enceintes, donc avec un style un peu hispano-byzantin qu'on voit depuis le bord de la route. C'est vrai. On ne peut pas le rater. Donc nous, on est situé à Beaume. La propriété est en fait un cœur de terroir. C'est une petite propriété, une taille moyenne. Il y a à peu près 35 hectares. D'ailleurs, il y en a 5 pour les vins secs et puis 30 pour eux, premier vin et second vin. Alors, la particularité de ce château, en tous les cas de notre terroir, c'est qu'on a 3 types de sols. Le premier et le plus important, c'est juste autour du château. On a la chance d'avoir un enclos, donc on est clos de murs sur 10 hectares, juste derrière le château. Et la particularité, c'est que ce terroir est à base bien sûr de graves et de sable. Donc en fait, la finesse de la Fourrie Péraguet, on la trouve dans ce terroir-là depuis plusieurs siècles. Ensuite, on a un deuxième terroir qui n'est pas très loin, qui est à quelques centaines de mètres, qui fait à peu près 5 hectares, qui est d'ailleurs au pied du seigneur d'Yquem. Donc là, on a des graves et on a des argiles. Et là, c'est très intéressant parce qu'effectivement, avec cette alchimie-là, on va retrouver dans le vin. Donc ce gras qu'on trouve dans notre vin, il vient de ces terroirs en particulier. Et puis on a un troisième terroir qui est plus vers Sauternes, parce que nous, on est dans le village de Beaume. Ouais. Et en allant vers le village de Sauternes, on a un troisième terroir, où là on a toujours des graves, mais on a un fond calcaire, ce qui fait que là on va aller chercher de la minéralité. Donc c'est très intéressant d'avoir ces 3 terroirs-là, parce qu'ils se complètent tout à fait. D'ailleurs, je crois que ça nous a permis de produire du vin chaque année. On n'a pas, quand je pose des questions aux gens qui étaient là avant moi, ils me disent qu'on n'a jamais sorti de millésime.
On sait peut-être aussi dire que cette particularité de terroir assez morcelée nous a donné aussi la capacité de produire un grand vin et chaque année. Donc, dès son arrivée, Silvio Dens a souhaité remettre au goût du jour ce terme-là, sur la forêt Péraguet. Il a investi immédiatement sur, bien sûr, la qualité, qui était déjà là. Hein, je veux dire, le cru est connu pour sa qualité depuis plusieurs décennies et siècles. Mais là, on parle de quelque chose qui relève de la précision et du travail sur le style. Donc, tout de suite, il a eu des moyens pour arriver à améliorer techniquement ce vin. Donc, on fait des plus petits rendements que dans le passé parce qu'on consacre notre temps et nos investissements sur les parcelles plus qualitatives qui donnent parfois moins. Voilà, c'est peut-être normal, mais en tous les cas, c'est la particularité qu'on produit peu de vin à Sauternes en général et sur certaines parcelles un peu moins. Donc l'idée était rapidement de travailler sur ça. En termes de vinification aussi, comme on se donne du mal pour avoir un fruit qui est optimum, Ouais. on va surtout cacher en abîmant le vin et puis en le boisant trop. Donc la proportion de bois neuf est beaucoup plus réduite que dans le passé. Donc il y a vraiment ce fruit qui est éclatant. C'est ce qu'on recherche. Voilà. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, alors donc, juste un mot sur ce 2015, tout le monde l'a cité, c'est un grand millésime, c'est l'histoire d'un millésime absolument extraordinaire, où on a eu, qu'on a pu vendanger assez rapidement, avec peu de tri. Ça a produit peu de vin, mais vraiment de grande qualité. Alors, un mot sur le style aussi, qui est très important. On cherche, je crois, la plupart d'entre nous cherchent aujourd'hui à avoir un style qui est plus tendu, plus acide, plus frais. En un mot, où il y a plus d'équilibre. Et c'est vrai que c'est ce qui caractérise à la fois nos vins en général et 2015 en particulier, c'est qu'il y a un équilibre entre l'alcool, le sucre et l'acidité. Ouais. Et qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que le vin est plus tendu, plus frais, plus vif. Et le but de tout ça, c'est bien sûr de faire en sorte qu'on ait envie de boire ce vin, on se délecte, et on ait envie bien sûr de boire un second verre. C'est ça l'objectif, dit de manière très, très simple. Est-ce que tout le monde m'entend toujours? Écoute, ouais, on t'entend très bien, David, c'était très clair. Moi, je reviens sur ce dernier mot là, d'un style qui a évolué vers plus de fraîcheur, de vivacité. C'est pas sacrifier le passé à quelque chose de plus accessible aujourd'hui. Je crois que Sauternes n'a jamais été aussi complexe, est toujours un vin de très grande garde. Donc le socle de Sauternes, ce qui a fait sa réputation, son côté singulier, son caractère unique, hein, on ne peut pas faire Sauternes ailleurs qu'à Sauternes, et son grand potentiel de garde, tout cela est préservé, tout en ayant malgré tout fait évoluer le style vers quelque chose de plus brillant, de plus tonique, de plus limpide aussi. Hein. Je crois qu'on a gagné en précision. On n'a jamais eu des expressions aromatiques aussi pures, aussi ciselées, me semble-t-il. Et tu disais qu'à l'instant, les élevages en fût avaient été raccourcis. Je crois que vous tous ici présents, vous avez peut-être tous fait évoluer l'élevage, non, aussi. Vous l'avez peut-être un petit peu raccourci, me semble-t-il. Je me trompe? Luc, tu l'as raccourci? Pas spécialement raccourci, on a changé, je pense, surtout nos qualités de bois Ouais. et nos tonneliers. On a recherché, on a avancé surtout sur ce côté-là. Julie, je te pose pas la question pour cause. Hein. C'est la proportion de bois neuf qui a un petit peu baissé. Ouais. Et on a adapté surtout, je pense, beaucoup plus, c'est-à-dire que c'est moins systématique qu'avant. Il y a des lots effectivement qui sont sortis au bout de 8 mois du bois, d'autres lots qui nécessitent plus longtemps, 18 voire 24 mois. Je pense que voilà, le côté systématique a été oublié et on est vraiment à l'écoute du vin et de ce dont il a besoin par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Oui, vous appliquez pas une recette systématique et répétez les choses, pardonnez-moi un peu bêtement, d'une année sur l'autre, où chaque année est finalement une remise à zéro, quoi. Hein. C'est vraiment le terme. Je pense qu'à Sauternes, c'est encore plus vrai que sur les rouges.
Il faut vraiment faire balle neuve tous les ans. Sur les rouges, on peut mettre en place des automatismes. C'est impossible avec le botrytis à Sauternes de mettre en place des automatismes. On parle tous de nos grands terroirs et pourtant il y a des millésimes qui ont été faits sur des terroirs un petit peu moins qualitatifs. Les grands vins sont sortis de là parce que le botrytis était grand à cet endroit-là. Ouais. Donc il faut vraiment oublier un petit peu le passé tous les ans. Bon, Julie, pardonne-moi, hein. Le bois, c'est pas ton sujet pour l'instant. Tu nous en diras plus tout à l'heure. Aline et Philippe, concernant l'élevage, les choses ont évolué à Côté ou pas? Non, on a la chance d'avoir des terres très fortes. Ah, on a quelques difficultés avec. Ça a coupé. Avec la fibre à Barsac, ça passe pas très bien. Alors, Olivier? Oui, je t'en prie. Je peux dire. Non, ouais, vous nous entendez? Ça va mieux? Ah, pardon. Vas-y, Aline, parle. Non, je disais qu'on a un terroir très froid, on a donc un vin très nerveux, donc Côté, comme beaucoup de Barsac, on est resté à peu près dans le même style, on a peu évolué. Quand on a trouvé la bonne recette, c'est plus facile. Hein. David. D'ailleurs, les Sauternes ont une tendance également à être un peu Barsac, n'est-ce pas, Luc? C'est pas les Barsac qui ont un peu de tendance à être Sauternes? Non, écoutez, non, finalement, puisque vous êtes en train de nous copier depuis de nombreuses années. Ah ben non, vous n'avez pas de Sauvignon à Côté, alors on ne vous copie plus, on a arrêté. C'est les hérissons qui vous font dire ça. Bon, cher David. Oui, David, à toi. Ouais, pardon, excuse-moi. Je voulais aussi profiter de ce moment-là aussi pour balayer des faux préjugés qu'on a souvent autour du Sauterne. Parce qu'en fait, on fait tout ça effectivement pour rendre nos vins plus appétants et que les gens aient envie de boire nos vins. Je voudrais rapidement revenir sur des faux préjugés qu'on balaye tous au jour le jour, et c'est bien d'avoir cette possibilité d'exposition pour en parler. La première des choses, c'est que on parle de sucre, oui, et parfois on se dit est-ce que le sucre c'est bien ou pas, mais c'est pas réellement le sujet. D'abord, il y a beaucoup de choses qui sont sucrées dans le monde, mais surtout c'est un sucre naturel, hein, et on imagine mal dire qu'un fruit est trop sucré, hein, quand on goûte une pomme, un brugnon, une pêche. Donc rappelons quand même que notre sucre, dont on est très fier, est un sucre naturel. Il provient d'un fruit et uniquement d'un fruit. Donc déjà, c'est un bon point pour nous. La deuxième chose, c'est que parfois on parle aussi d'alcool en se disant c'est des vins qui sont entêtants. En fait, il faut balayer ce préjugé-là, puisque aujourd'hui, les Sauternes, dans leur globalité, ont moins d'alcool que les vins rouges, qui ont pris des degrés avec le temps. Et nous, on a tendance à les maîtriser, voire à les réduire. Et donc, en fait, c'est tout à fait faux de dire que les vins sont parfois un peu trop alcoolisés. Ils le sont moins que les rouges. Également, sur la partie vieillissement, certaines personnes disent qu'effectivement, il faut attendre absolument le Sauterne, il faut le boire au bout de plusieurs décennies. Je voudrais quand même dire qu'effectivement, on adore tous les vins qui ont plusieurs décennies. On boit régulièrement, occasionnellement, des millésimes qui ont 50, 60, voire 100 ans, comme ça a été le cas encore il n'y a pas longtemps à la Forêt. On a fait une verticale de 1906 à 1945. Les vins étaient quasiment tous plus jeunes les uns que les autres. Donc les vins, effectivement, ont des arômes de fruits confits absolument fantastiques. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on rappelle que la technique d'aujourd'hui nous permet de faire des vins beaucoup plus isolés, et que boire des vins jeunes, des Sauternes jeunes, c'est une explosion de fruits, c'est une expérience absolument extraordinaire. On n'est pas sur les fruits confits, on est sur les fruits blancs, des fruits exotiques. Et vraiment, c'est aussi notre projet à la Forêt de Péraguet, parce qu'on a parlé des instants de consommation. On fait tout ce qu'on peut pour faire goûter nos vins quasiment dès la mise en bouteille. Là, on vient de mettre en bouteille nos 2018. Dès cet été, ils seront servis au restaurant sans plus attendre, parce que ça c'est fantastique le Sauterne, c'est que quasiment dès la première goutte,
on peut le boire, on peut le boire, on peut l'apprécier. Dès qu'il est en barrique, on pourrait quasiment déjà le boire. Ouais. Et si on attend 5 ans, on peut encore le boire. Et il n'y a pas d'autres produits au monde comme ça. Donc j'insistais bien sur le fait de le boire jeune. Et puis également sur les accords mets-vins, puisqu'on parle souvent du dessert, on parle souvent aussi du foie gras. Moi, j'ai absolument rien contre le foie gras, je trouve ça absolument fantastique. D'autant que foie gras et sauterne, comme on le consommait il y a 25 ans, c'est pas du tout la même chose que maintenant. Ouais. Bon, bien sûr, probablement que le foie gras s'est amélioré, et encore, je pense qu'il a toujours été bon. Mais le sauterne, en fait, est beaucoup plus, effectivement, beaucoup plus vif, beaucoup plus tendu. Donc, l'alchimie des deux est différente d'il y a 25 ans. Donc, moi, je recommande aux gens de toujours le consommer comme ça. Mais bien entendu, on peut le boire avec autre chose. Alors, souvent, on se dit, le sucré, ça va à la fin du repas. Non, pas forcément. On peut le mettre aussi bien sûr sur le fromage, hein, on en reparlera, mais avec des accords salés qui sont absolument fantastiques. On peut le mettre aussi sur les poissons. Je crois que c'est une expérience que va mener Jérôme. Et bien sûr, à l'apéritif. Donc, on peut commencer un repas en ayant bu un verre de sauterne, et c'est absolument fantastique. Et à ce sujet-là, ce que je voulais aussi dire, c'est que il y a encore 1 ou 2 décennies, l'harmonie des goûts, c'était l'association des mêmes choses, sucre et sucre, gras et gras. Aujourd'hui, on est plus sur une association de contraste. Donc, le sucre avec l'acide, sucre amer, sucre salé, sucre poivré, sucre épicé. Et c'est absolument fantastique. Il y a un équilibre qui est meilleur et qui ouvre des horizons en termes culinaires. C'est le sujet, bien sûr, des gens, mais on l'a tous vécu, la cuisine asiatique, la cuisine orientale. Tout ça, c'est absolument fantastique. Donc, en fait, je voulais juste dire ça, c'est que finalement, on a parfois cantonné le sauterne à un côté traditionnel, mais moi, je le dis, c'est le vin le plus moderne au monde. Il n'y a pas un vin qui soit plus moderne que ça. On peut le boire à peu près n'importe quand, avec quasiment n'importe quoi, je veux dire, en respect du bon sens. On le peut boire frais, très frais, encore plus frais, associé à des choses, c'est absolument fantastique. Donc, c'était une petite aparté pour dire que tous ces vins-là, on les fait avec cœur, avec passion. C'est l'école de l'humidité, puisqu'il nous faut de l'humidité pour faire ce vin. Et de l'humilité. C'est aussi l'école de l'humilité, puisqu'il faut en faire plus, il faut investir plus, il faut faire plus de tri, c'est plus de travail, et il faut accompagner, il faut être créatif, mais c'est ça qui nous force à être meilleurs. C'est ce que on défend aujourd'hui à Sauternes. Pardon d'avoir été trop long. Non, bravo. Bravo, parce que tout ce que tu as dit, je le pense profondément. Je pense que tout le monde ici est d'accord avec ce que tu viens de dire. Moi, j'ai rien à rajouter. Bravo d'avoir rappelé ça, parce que c'est tout à fait juste. Et c'est pas faire offense à la tradition que de projeter Sauternes dans cette perspective. Alors, pour autant, on va pas oublier pourquoi on est là. Jérôme, pour l'instant, n'a coché que 2 cases. Hein. Il doit cocher maintenant la 3e. Alors là, c'est un petit peu plus facile pour toi, tu le connais par cœur. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que tu fais avec l'Aphorie 2015 ? Bon, sur le Laforie, on va dire que c'est presque un terrain conquis, mais bon, il y a une remise en question tous les jours, donc on va pas dire que c'est déjà, on va pas dire que c'est facile non plus, parce que il y a une recherche d'excellence, donc forcément on a toujours une très grosse remise en question sur chaque plat avec l'accord du Sauternes, de l'Aphorie Peyraguey, ou avec d'autres propriétés, hein, bien sûr, mais exclusivement avec l'Aphorie Peyraguey. Donc là, sur le millésime 2015, bon, on est sur comme disait David, hein, sur 2015, il y a une grosse partie qui vient de l'enclos, donc des 10 hectares, donc, qui est quand même la source mère de notre premier cru classé. On est beaucoup sur des notes de fruits à coque, moi, de dégustation que je fais avec Adrien Cassio, le chef sommelier. On travaille beaucoup avec Thibaut aussi, enfin avec toute l'équipe de sommellerie. Et avec mes chefs en cuisine, on travaille donc sur 2015. On est sur des notes de fruits à coque, amandes, noisettes aussi. Bien sûr, pas oublier le côté frais, hein, bien sûr, sur le 2015, hein, malgré qu'on est sur un millésime d'un climat assez chaud. Hein. Donc sur cette palette aromatique de fruits à coque, tout ça, moi je serais parti sur un poisson blanc. Donc je dis poisson blanc parce que
c'est pas toujours évident. Moi, j'adore travailler le merlu de Saint-Jean-de-Luz, le merlan aussi. Le merlan, on a tendance à l'oublier. Moi, j'arrive à avoir du merlan de ligne qui est top, hein, qui est un poisson extraordinaire. Donc, je dis poisson blanc parce qu'on peut aussi autant utiliser du cabillaud que du lieu jaune. Enfin, voilà, je reste assez vague sur l'utilisation du poisson. Et moi, je le confie, les poissons blancs, je les confie toujours dans l'huile de pépins de raisin. Donc, en fait, on prend le poisson. Moi, je laisse la peau, souvent la cuisson, et après, je l'enlève. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas d'importance pour ça. Donc, ce que je fais, je prends le filet de poisson blanc, donc sans l'arête, bien sûr, hein, juste le filet. Je le mets 5 minutes au gros sel. Ce qui permet d'enlever un petit peu l'humidité qu'on a dans le poisson et qui va donner à la fin cette cuisson très nacrée. On va se retrouver avec des nervures un peu bleues, violacées. Donc, une fois que ça a été mis 5 minutes au gros sel, je le rince à l'eau. Ça dure 15 secondes. Et ensuite, je le mets dans cette huile de pépins de raisin que j'ai mis sur l'induction sur niveau 2 ou 3. Il faut juste que ce soit tiède quand on met le petit doigt. Et ça, je laisse de nouveau 5 minutes. Et tu le mets côté peau ou côté chair? Qu'importe. De préférence côté peau, mais si c'est côté chair, c'est pas grave non plus parce que de toute façon, l'huile, elle est dans toute la casserole, donc elle n'est pas forcément. D'accord. Le poisson n'est pas au contact du fond de la casserole. Là, je laisse 5 minutes et après, je le sors. Et là, le poisson, il va être cuit. Il ne peut pas être trop cuit, c'est impossible. Si vous respectez bien 2 à 3 suivant les inductions, mais tant que vous pouvez mettre le petit doigt et que c'est tiède, c'est parfait. Donc voilà, donc là, j'ai cuit le poisson blanc. À côté, on prend des amandes effilées qu'on trouve dans le commerce et je mets dans une poêle du beurre que je laisse juste un tout petit peu brunir. Et là, je rajoute les amandes effilées et je les remue dedans. Et ces amandes-là, je les sale un tout petit peu et je les pose sur le filet de poisson. Après, si vous aimez bien la peau, vous la laissez. Si vous n'aimez pas la peau, vous l'enlevez. Qu'importe. Donc là, vous avez le poisson qui est cuit avec les amandes qui ont cuit dans le beurre un peu noisette. Et à côté de ça, on va faire une huile. Alors, c'est en pleine saison, là, c'est en pleine floraison. C'est la fleur de sureau. Ouais. Il y en a partout là dans le sud Gironde. J'ai qu'une hâte, c'est qu'on soit déconfiné pour que j'aille en cueillir. Sauvignon. Oui. Donc, sureau que je cueille, j'effleure toutes les fleurs. Et ça, je le cuis dans l'huile de pépins de raisin. Donc, ça va me faire une huile aromatisée à la fleur de sureau. Et là-dedans, de toute façon, je vous donnerai toutes les recettes, hein, Olivier. C'est sympa. Je vais vous faire les fiches. Si vous voulez, on peut même aller plus loin. Je peux faire un live à la maison très succinct des étapes de la recette. On peut aller plus loin pour que tout le monde puisse réussir la recette après chez soi. Et cette huile, donc, je la vinaigre à 10%. Cette huile de fleur de sureau, pour vraiment ramener ce côté frais, pour accompagner ce poisson qui est finalement très, très suave parce qu'il a été cuit dans l'huile de pépins de raisin. Et avec ces amandes rondes, on va retrouver justement cette alliance entre le floral, le côté amande noisette et la douceur du filet de poisson qui a juste été confit. Et avec ça, on va juste accompagner une petite touche d'acidité. Moi, au restaurant, le classique que je fais avec ce plat-là, je mets de la bergamote. Mais c'est très compliqué en tant que particulier d'en trouver. D'ailleurs, elle me manque beaucoup, la bergamote, parce que j'arrive pas à en avoir. Donc, on va partir sur du citron vert qu'on va presser en jus et qu'on va lier un tout petit peu avec de la fécule et de l'eau qu'on va cuire. Et du coup, ça va faire un condiment un peu épais et qu'on pourra juste mettre à côté sur le bord de l'assiette. Et comme ça, quand on va manger ce plat-là, on va pouvoir aller de temps en temps dans l'acidité pour vraiment rafraîchir le palais et avoir cette symbiose de saveurs qu'on retrouve justement dans ce millésime 2015 à la Faurie, avec ces expressions très fruits à coque, agrumes, noisettes, amandes, voilà. Voilà un peu... Mais c'est simple, hein, c'est vraiment le poisson blanc qui confie dans l'huile, les amandes qui ont été cuites au beurre noisette, la vinaigrette avec les fleurs de la région, et la fleur de sureau, on en trouve partout, hein, sur toute la route, même en allant sur Paris. La première année... on en était passé un peu à côté de la saison, on avait dû remonter vers... Bon, après, avec le confinement, on va pas aller jusqu'à Paris pour chercher du sureau, mais...
que je veux dire, c'est qu'il y en a partout de la fleur de sureau et c'est très facile à faire. Mais comme dit, si tu veux, je te donnerai les recettes. Peut-être faire le live, on verra pour que tout le monde puisse retrouver. Avec plaisir, on va organiser ça, Jérôme. Ouais, on va organiser ça et puis on l'enregistrera et on mettra tout ça en ligne pour que les gens puissent le regarder quand ils le veulent. Je pense simplement que tu surestimes mes compétences de cuisinier. Mais, J'ai pas dit ça. mais je dois avouer que là encore, ça fait rêver. Et moi, je trouve que là, tu as rajouté une dimension qu'on n'avait pas jusque-là. C'est finalement un jeu de texture entre ce poisson qui va avoir une texture très soyeuse. Et moi, j'ai souvenir de l'aphorie péraguée qui a cette texture très suave, très glissante. Et je trouve qu'on rajoute cette dimension-là dans les accords qu'on n'avait pas évoqué jusqu'à présent. Donc c'est extrêmement intéressant, quoi. Là, tu vas avoir un gros challenge maintenant, parce que là, tu t'es un petit peu reposé sur tes acquis. Là, on va attaquer un mythe, hein, Château Gillette. Hein. Et on va déroger un peu la règle qu'on s'est fixée en début de visioconférence. On va pas aller sur 2015. Donc j'en dis pas plus. Je vais céder la parole à Julie qui va nous expliquer ce qu'est Château Gillette et quel millésime est à présenter. Allez, à toi Julie. Alors j'ai choisi un Château Gillette 1999. Donc c'est une avant-première puisqu'on l'a mis en bouteille hier. C'est pas vrai. Ouais, voilà, on l'a mis en bouteille chouette. hier. Donc il est resté tout ce temps-là en cuve béton. Vraiment, donc je refais un petit récapitulatif sur Gillette. Donc c'est un tout petit cru qui est situé à Prégnac, 4 hectares et demi. Donc vraiment une taille très très modeste, qui est dans ma famille depuis 1710. Ah oui. Et où depuis la Seconde Guerre mondiale, on garde les vins en cuve, on n'utilise jamais de barrique. Et c'est uniquement de la cuve béton. Les 1937 sont restés 8-10 ans. Et ensuite, mon père, donc Christian Léville, a fait pas mal d'essais. Et maintenant, on est calé sur un 18-20 ans. Ça dépend un peu des millésimes. En sachant qu'on ne fait que les grands millésimes qu'on peut appeler crème de tête. Donc, jusqu'alors, le dernier millésime était 1997. On n'a pas fait de 98 à Gillette, mais on fait du 99. Donc, très content parce que c'est la première fois qu'on goûte. Et en plus, c'était un peu l'idée, puisque nous, on a vraiment un profil un peu particulier, de ne pas mettre un très vieux millésime non plus. Il faut voir que cet élevage c'est à la fois des vins très complexes, dus au temps, mais qui restent très frais, très jeunes. Donc c'était pour aussi pas trop m'éloigner dès 2015, même si Gillette a un style vraiment différent. Donc le 99, alors j'ai repris un petit peu les notes pour le millésime, parce que j'avoue que moi je travaillais depuis 2 ans au domaine, mais c'est surtout mes parents qui l'ont fait. Et j'ai vu qu'on avait fait 4 tris avec un départ fin septembre. J'ai vu qu'il y avait eu des pluies mi-septembre. On a fait une très belle vendange. On a un petit peu précipité la fin parce que les pluies se sont réinstallées vers le 20 octobre. Mais très joli millésime. Donc là, on a vraiment l'expression du botrytis, pas d'aromatisation par le bois. Donc on est très raisin de Corinthe, très menthe fraîche en bouche. C'est marrant parce qu'avant la mise, je ne l'avais pas ressentie comme ça. Et là, vraiment, elle est vraiment présente. Une petite note salée en finale. Voilà. Donc après, pour donner, si on est un petit peu plus technique sur la géographie, donc nous, on est dans le village de Prégnac, mais vraiment à l'intérieur du village, près du cimetière, très calme. Ici, on a des graves et sable avec une roche. On est tout de suite sur la roche calcaire. Quasiment que du sémillon, 90%, un petit peu de sauvignon et un petit peu de muscadelle, qui n'est pas le plus facile des cépages, mais bon, clairement. C'est très intéressant, un petit peu comme du sel en cuisine, à doser, voilà. Donc voilà, donc 99, c'est le petit dernier, le petit bébé. Je rejoins David sur beaucoup de choses, y compris le fait qu'il ne faut pas mettre les sauternes dans les cases. C'est hyper bon très jeune, c'est très bon très vieux, c'est très bon mature, c'est voilà. Qu'il faut oser les accords absolument. Vraiment, alors moi, comme Jérôme, j'ai pas des pickles dans mon frigo, mais j'ai toujours du sauterne, chez nous, ou des copains. Ou du champagne, hein. Ou du champagne. Alors, nous, c'est l'avantage qu'on vinifie avec Xavier, des bulles en champagne, des rouges, des secs, des sauternes. Donc vraiment, je pense qu'on n'est pas figé, et des sauternes, même si on a un parti pris très fort sur Gillette, moi, je trouve qu'effectivement, on ne peut pas les mettre dans des cases.
On fait des cocktails, on les boit très jeunes, on les boit plus vieux. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi, David, c'est un des vins les plus modernes qui est. On ose les accords. Et au pire, si on rate un accord, c'est pas la fin du monde. On voit quand même la bouteille, c'est pas très grave. Donc voilà. Oui, non, c'est vraiment le. Finalement, je trouve que c'est un des vins les plus faciles à boire. Et moi, je répète aussi très souvent que c'est du sucre naturel, c'est pas du sucre rajouté. Ouais. Enfin, vraiment, dans cette époque où tout le monde cherche les choses vraiment naturelles, etc., j'ai un peu le même discours que David. Je pense que vraiment, il faut appuyer là-dessus. Et le sucre qu'on a, c'est du vrai bon sucre, quoi. Oui, et puis c'est... Enfin, moi, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais rebondir que tu as dites. La première, effectivement, c'est que le Sauterne a sa place à tous les âges. Et j'en profite d'ailleurs pour rebondir sur le mot cocktail, hein. On a une visioconférence à 17h sur ce sujet. Et je peux vous dire que pour avoir discuté des recettes hier avec les 4 bartenders, c'est du très très haut niveau. Donc il a un positionnement, même en cocktail, qui peut être d'excellence. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est cette note mentholée que tu as évoquée sur un vin qui a déjà un certain âge et qui rejoint finalement cet univers de fraîcheur. C'est ça qui est assez étonnant aussi sur les sauternes, c'est que en évoluant, il peut jouer la carte de la gourmandise. Très souvent, il passe par ces notes un petit peu caramel beurre salé là, qui apporte cette espèce de gourmandise et de salinité en fin de bouche. Mais pour autant, il n'efface pas toutes ces notes fraîches qu'il a acquises dans sa jeunesse et qui ressortent finalement après une dizaine d'années comme ça, qui ressurgissent et qui permettent de rejoindre des accords tout en fraîcheur, même après 10 ou 20 ans de vieillissement. On a des très beaux amers à Sauternes. Ouais. Absolument. Des très beaux amers, et ça c'est énorme pour les équilibres. C'est tellement plus complexe qu'une simple sucre-acidité. On a plein de choses. Moi je suis toujours émerveillée. Hein. Ouais. Surtout que si vous goûtez du sémillon sec, aromatiquement, c'est quand même pas grand-chose. Non, il y a un génie. Quand le botrytis passe, moi je suis toujours scotché. Il y a un vrai génie, ouais. Il y a un vrai génie du botrytis, il y a un vrai génie aussi humain, hein, de le transcender, parce que... C'est pas facile à faire. Voilà, c'est un vin extrêmement compliqué. Bon, je vois Jérôme qui prend des notes, je ne sais pas s'il est encore prêt. Si? C'est déjà prêt? Non, on va te laisser encore 5 petites minutes. D'où vient cette idée de... Mais je trouve que ce qui est génial, c'est que c'est un des vins où on peut le plus imprimer sa personnalité. Ouais. C'est-à-dire que là, tous les vignerons qu'on est, chacun imprime une note et c'est vraiment pas monolithique, quoi. Vraiment pas. Je crois que, bon, comme vous l'avez tous dit jusqu'à présent, il y a effectivement une notion de lieu, hein. Je pense qu'on a un potentiel des équilibres sucre-acide, peut-être à Barsac, qu'on a différents peut-être à Château-Guiraud ou Rennes-Vigneault. Néanmoins, je reste persuadé, c'est pour ça que je souhaitais que vous évoquiez tout un chacun votre style. Je pense que la pâte, la façon dont vous interprétez votre raisin botrytisé est extrêmement importante. Et quand Gillette passe 10 ans sans voir une once de bois, 20 ans, pardon, une once de bois, ça donne quand même une particularité. C'est quand même un style qu'il faut assumer derrière. Donc, et la preuve, c'est que ça marche. Quand on goûte Gillette, c'est un souvenir inoubliable, quoi. Peut-être un dernier mot avant de céder la parole à Jérôme, qu'on n'a pas encore évoqué, la grande force aussi de Sauternes. Moi, je l'ai testé là toute la semaine parce qu'il a bien fallu que je tienne le coup pour qu'on organise cette journée mondiale du Sauternes. C'est que même si vous buvez un ou deux verres dans la bouteille, vous remettez le bouchon, vous la mettez au frigo, et pendant une semaine, vous allez pouvoir l'apprécier. C'est un vin qui est extrêmement stable. Alors, il a quand même une capacité de maintien une fois la bouteille ouverte qui est remarquable. Quand vous ouvrez une bouteille de blanc sec ou de rouge, moi je suis très pointilleux là-dessus, après 2 jours, même si vous avez bu qu'un ou deux verres, vous voyez déjà une différence. Donc Sauternes a ceci de remarquable qu'on peut étaler la consommation de notre bouteille de Sauternes sur plusieurs jours, qu'on soit seul ou à deux, hein, ou même à plusieurs. Il a cette capacité à tenir à l'air qui est remarquable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes chers amis, mais c'est quand même une force. Hein. C'est des vins qui défient le temps et qui ne craignent pas l'oxydation. Hein. C'est vrai que ça tient sans problème. Bon, nous, on a tendance à finir les bouteilles. Mais il est vrai que... Avec modération. Hein. Oui, c'est parce qu'on est nombreux. Ah, c'est ça, voilà. Bon, je vois Jérôme qui a posé. Oui. Une bouteille ouverte, elle est toujours presque immédiatement consommée. Alors, on dit aux gens, vous pouvez tenir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je crois que ça peut tenir jusqu'à 1 mois dans le frigo.
Et la réalité, c'est que quand une bouteille de Sauternes est ouverte, elle est bue. Ouais. Et si je peux me permettre aussi de dire une chose, c'est que ce qui nous différencie peut-être, nous, vignerons, des consommateurs, c'est qu'eux boivent le Sauterne peut-être occasionnellement. Nous, on le boit tous les jours. Et on peut les assurer que si on le boit tous les jours, c'est parce que c'est très bon, c'est parce qu'effectivement, il y a cette variété entre millésime ancien et jeune, mais il y a aussi cette vivacité. Je veux dire, on est des consommateurs aussi avant tout, et on aime ce qui est bon. Et je pense, tout à l'heure, Jérôme disait, le vin, c'est la vie, et je rajouterais que le Sauterne, c'est le plaisir. On prend énormément de plaisir à boire ce vin. C'est un des vins qui est le plus désirable quand on le voit, et qui a l'expression la plus significative dès la première goutte. Ouais, Voilà. Et on se nourrit de ce plaisir-là. Donc en fait, le travail qu'on fait tous, c'est bien sûr de faire un vin qui nous ressemble, et puis un vin que les gens auront envie de boire. Voilà. Et on travaille beaucoup sur les instants de consommation. On a tous nos petites recettes, etc. Et donc, vraiment, si les gens creusent un minimum, ils vont voir qu'il y a une richesse absolument extraordinaire derrière ces vins. Tout en respectant la tradition, mais avec des instants de consommation qui sont beaucoup plus contemporains que dans le passé. Alors, je passe la parole à Jérôme. Alors Jérôme, est-ce que tu es prêt? Ah, il faut que tu remettes ton micro. Le revoilà parmi nous. Bon, eh bien écoute. Je suis prêt, mais c'est pas évident quand même, hein, parce que Ah non. on est quand même sur une grande institution et un savoir-faire très particulier dans la région. Et il est vrai que, comme je disais au début, je suis alsacien. Je me suis approprié le terroir en ouvrant ce Total Restaurant. Mais je connaissais déjà ce château Gillette à l'époque quand je travaillais dans le Médoc, il y a 12 ans. Je travaillais au château Carodet-en-Bas, j'ai encore un domaine viticole. Finalement, j'ai quand même travaillé dans ma carrière sur 7 maisons dans 3 domaines viticoles. Donc je ne sais pas si c'est le hasard qui fait les choses. Et non, ça c'est plus du hasard, ça. Et mon épouse, elle est sommelière. Bon. Alors, et justement, je venais à ça parce que justement, le château Gillette, c'était un de nos très gros coups de cœur. À l'époque, quand on avait, enfin, je dis à l'époque, c'était qu'il y a 12 ans, mais c'était un de nos gros coups de cœur dans la région de Sauternes, avant que je connaisse la forêt Péraguet. Hein. Et c'est vrai que c'est un des Sauternes préférés de mon épouse qui est le château Gillette. Tu as un CDI ou un CDD? Pourquoi? Pardon? Tu as un CDI ou un CDD à la Faurie? Ouais, CDI, ouais. Ah, ça va alors. À vie, j'ai signé à vie, il n'y a pas de période. Bon, ça va. Non, mais pour revenir sur ça, parce qu'en plus, j'adore beaucoup Julie et Xavier. Ils nous avaient invités chez eux, on était reçus comme des rois. Enfin, il y a aussi, c'est toujours pareil. Hein. Là, on n'a que des vignerons. On apprécie toujours mieux un domaine quand on connaît les personnes. Et c'est pour toujours pareil. C'est aussi nous à la Faurie, ce qu'on essaye de faire et le sentiment qu'on essaie de véhiculer, c'est de montrer notre humanité à nos clients, aux personnes qui viennent visiter le domaine. Et je trouve que c'est très important pour qu'on apprécie encore mieux le produit et de comprendre l'histoire. Donc voilà, bon, c'était un petit aparté, mais voilà, c'est pour ça que je prends beaucoup de pincettes sur cet accord, parce que j'ai peur de me gaufrer et puis je pourrais plus venir manger chez Julie et Xavier. C'est toujours sympa de faire à manger pour un chef, tu sais. C'est ça. Ouais, n'empêche, c'était très marquant et réussi, donc au plaisir de revenir. Mais on a le droit. Bon, alors, donc, du coup, sur le millésime, donc 99, bon, comme disait Julie, raisin de Corinthe, salinité. Pour moi, en plus, l'esprit Gillette, c'est l'esprit patiné de Sauternes, où il y a ce côté, forcément, où on ne retrouve pas le bois. Donc, on a une vraie expression du botrytis. Bon, je n'ai pas encore eu la chance de goûter le 99, j'espère que ça ne va pas tarder. Donc, du coup, je n'ai pas ce recul-là par rapport aux autres accords que j'ai fait tout à l'heure. Mais je pense qu'on va aller dans un esprit chromatique. C'est quelque chose que m'a apporté mon chef sommelier.
On apprend tous les jours et c'est quelque chose qui m'a apporté avec ces accords qu'on fait sur le menu La Fourrière Péraguet. C'est-à-dire qu'on sert le verre de vin au client, mais quand on regarde l'assiette, on se retrouve avec les mêmes couleurs. Donc on va aller dans un esprit un peu différent sur cet accord-là, où je voudrais partir sur un agneau qui a été rôti sur un carré. Après, on peut prendre une selle d'agneau ou un carré d'agneau ou un gigot, qu'importe. Mais l'idée, c'est de l'associer avec un peu l'esprit retour du Maroc. Pour rester un peu dans cette continuité du raisin de Corinthe, de la salinité, tout ça. Parce que justement, qui dit Maroc, dit un peu d'épices, qui s'accorde bien avec la salinité. Donc, je voudrais juste faire, c'est pareil, c'est simple, hein, une semoule cuite, ou à l'eau, ou encore mieux si on a un bouillon de volaille à la maison, légèrement safrané, qu'on verse sur la semoule qui a été légèrement huilée, encore mieux à l'huile d'argan, mais si on n'a pas d'huile d'argan, une simple huile d'olive un peu parfumée irait très bien. Donc on verse ce bouillon de volaille ou d'eau safranée, on filme, on laisse cuire la semoule, on la gratte, une petite technique, on gratte à la fourchette la semoule pour les grainer, on appelle ça, donc pour séparer les grains, pas que ça fasse des paquets, donc on les graine délicatement. Donc ça, on laisse reposer dans le film une bonne vingtaine de minutes. En fait, vous allez vous retrouver avec la semoule, vu que vous avez versé votre liquide chaud, pas bouillant, attention, chaud, c'est-à-dire 80 degrés, hein, en étant un peu précis, mais pas bouillant. Et vous laissez reposer 20 minutes avec un film, donc ça va faire, ça va se refroidir. Donc là, vous égrenez à la fourchette. Et à côté de ça, moi, je voyais prendre une orange sanguine qu'on presse et on fait gonfler des raisins de Corinthe avec ce jus d'orange sanguine. Une fois que ça a été gonflé, donc c'est-à-dire on fait bouillir le jus d'orange sanguine, on met les raisins, on laisse reposer le même temps que la semoule, une vingtaine de minutes, on sort les raisins et on les rajoute dans la semoule. Ça on mélange. Et ça, avec ça, on va faire. J'ai de la chance. On a eu une réunion avec mon maraîcher Jean-Luc au jardin et on a quelques carottes là. Bon, c'est des carottes, c'est des mini carottes, mais vous voyez, elles ont pas du tout de bonne forme. Hein. Ce qui est normal, et comme je parle que à des vignerons, vous le savez très bien que on a des terrains avec du calcaire, il y a des cailloux, il y a de la vie. Donc forcément, il n'y en a aucune qui se ressemble. Hein. Mais c'est pas grave, pour moi c'est ça la vie. C'est comme les bons produits. On ne peut pas être dans un environnement parfait, aseptisé, comme on peut retrouver certains légumes. Donc bon, si vous n'avez pas des mini carottes, ça n'empêche pas, vous prenez des carottes des sables. Il y en a beaucoup dans la région. Et les carottes des sables, je trouve ça très bon. En plus, il y a très peu de bois au milieu. Le bois, c'est le cœur de la carotte. Donc il suffit juste de les tailler. En fait, moi, les carottes, je les épluche. Et là, je voudrais les cuire avec un bouillon, donc ou de l'eau ou du fond de volaille, aromatisé à l'étoile, à l'anis étoilé. On appelle aussi badiane. Ouais. Donc ces carottes-là, je les cuis juste dans une poêle avec le bouillon de volaille ou l'eau et 2-3 étoiles de badiane. On les arrête, cuisson croquant. Je dis croquant parce que c'est très important. C'est ce qui va ramener la texture dans le plat. Parce que vous avez les raisins qui sont moelleux avec l'orange sanguine et la semoule qui est quand même assez souple, hein, qui a la texture de la graine mais qui est quand même souple. Et il faut avoir ce côté croquant de la carotte qui va ramener ce côté un peu épicé avec la badiane. Et l'agneau, simplement, si c'est un carré d'agneau, le rôtir au beurre. Simplement. Voilà, classique. Toujours le temps de cuisson doit être égal au temps de repos. Ça, c'est la règle de base pour la réussite d'une belle cuisson de viande. Le temps de cuisson est égal au temps de repos. On ne peut pas cuire une viande et direct derrière la manger. À part un morceau de bœuf, bien sûr. Et encore, même quand c'est des grosses pièces, c'est toujours pareil, il faut la laisser reposer. Ça, je donnerai aussi dans la ça marche. recette, Olivier. Hein, pas de souci, on en reparlera après, ouais. Ouais, bien sûr, voilà. Et du coup, je donnerai aussi la technique de la sauce.
Parce que ça, c'est toujours compliqué à la maison de faire une bonne sauce. Et c'est vraiment très simple. Pareil, c'est avec les sucres, on a coloré le morceau de viande. On met un peu d'oignon, très peu de légumes. Hein. Un peu d'oignon, un peu de vin rouge, un tout petit peu ou de la pulpe de tomate fraîche qu'on avait gardée au congélateur de la saison d'avant, ou un peu de concentré de tomate si on n'a pas ça. On laisse cuire, on fait un peu réduire. Enfin, je donnerai toutes les astuces pour faire une bonne sauce. Et surtout la sauce pour cet accord-là, il ne faut pas la faire trop corsée. Il faut vraiment rester sur ce côté carotte, badiane, semoule avec les raisins qu'on retrouve à l'orange sanguine et le goût de l'agneau. Et là, on se retrouve, donc je reviens un peu à l'idée de départ, on se retrouve avec des couleurs assez chromatiques par rapport au millésime 99, où on se retrouve vraiment avec un esprit différent de vision, d'accord avec le sauterne. Et en température de service, je serais un peu plus haut. Le Laforie, oui. Le Reine Mignonne était entre 12 et 14. Oui. Enfin, si je ne me trompe pas, hein, Julie va me corriger, Xavier. Hein, mais je pense plus sur 14. Sur 14 degrés. Pour vraiment avoir cette palette aromatique qu'on retrouve sur un vin qui a quand même déjà une vingtaine d'années. Non, Julie? Oui, non, je suis d'accord. Dès un certain âge, je ne les sers plus froids. Absolument pas. Je suis d'accord. Okay. Bon, ça a l'air énorme. Ouais, non, mais moi, Jérôme, ça a l'air énorme. J'ai hâte qu'on termine, là, parce que j'ai faim, là. C'est fabuleux, et je trouve que tu as là aussi fait mouche. Je sais pas si Julie sera d'accord avec moi, mais je trouve que quand Sauterne a un petit peu d'âge, il part sur ce côté oriental, effectivement. On est sur ces épices orientales, l'anis, le safran évidemment, hein, qui est un traceur inévitable après les années. Le côté menthol aussi qui revient très souvent. Et après on a tout ce registre bergamote aussi qu'on peut retrouver. Donc là tu fais mouche évidemment. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Julie, toi qui le connais mieux que nous. J'ai hâte d'essayer. Bah oui, on est passé sur un autre stade avec plus de... Ouais. Même s'il y a beaucoup de fraîcheur, hein, vu l'élevage et une forte acidité, on est quand même, il y a même des côtés un peu herbal, voilà, c'est vraiment des vins d'accord. Ouais, absolument. On aimerait bien être vraiment cuisiné, mais c'est vraiment des vins d'accord, ouais. Non, mais on va refaire la conférence, mais physiquement la prochaine fois, parce que là c'est très frustrant. Il nous reste le grand Château Coutet. Celui à qui tout le monde veut ressembler, d'après les propos de notre cher Philippe. Donc Aline et Philippe, Bali, Alsacien aussi, hein, même si vous êtes en minorité, il me semble important de le signaler, puisque Jérôme y attache de l'importance. Donc Château Coutet, en quelques mots, c'est un grand. Hein. C'est quoi Château Coutet? Écoutez, Château Coutet, c'est une des plus vieilles propriétés du Sauternais. Des bâtiments du 13e et du 11e et du 13e, le calcaire, heureuse, donc ce qui a plu à des Alsaciens. Philippe, permettez-moi de t'interrompre. Je pense que si vous coupez la vidéo, peut-être qu'on vous entendra mieux le temps de la présentation. Si vous coupez l'image. Est-ce qu'on vous entend toujours? Je recommence. On vous entend bien. Ouais, c'est mieux. Alors, Château Coutet, une des plus anciennes propriétés des bâtiments du 11e et du 13e, appartenu à la famille de l'Ursalus jusque dans les années 20. Et effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de propriétaires. La propriété n'a changé que de trois fois en l'espace de 2 décennies. Voilà. Donc, c'est 40 hectares d'un terroir argilo-calcaire, 75% de sémillon, 23% de sauvignon et 2% de muscadelle. Donc, c'est à peu près les cépages que nous avons ici autour de nous à Barsac. Alors, on va vous parler un grand millésime, c'est d'abord un terroir, le travail des hommes, une climatologie harmonieuse, des conditions de vendange, à savoir botrytisation sur des raisins mûrs. C'est en fait ce que nous avons fait en 2015. Un essai ensoleillé, une floraison précoce, rafraîchissement en août, une botrytisation lente, comme Luc l'a expliqué,
28 jours de vendange, 10 passages avec 80 personnes. Donc après, c'est un produit. Le produit, c'est en 2015, un très beau millésime. Aline, je te laisse. Oui, voilà, donc sur ce 2015, on a un style. Enfin, nous, on est Philippe et moi qui travaillons ensemble depuis 2 ans. Notre objectif, c'est vraiment toujours d'être dans la continuité de ce style de Château Coutet. Et je pense qu'il y a une chose qui revient toujours à l'esprit de Coutet, c'est que Coutet vient du mot couteau, parce qu'il y a beaucoup de vivacité. Et dans ce 2015, nous allons retrouver bien sûr la puissance de cette année, avec la belle botrytisation sur les azimut. Mais on va toujours. On vous a perdu. L'effet couteau. C'est l'effet couteau. Ça a coupé. Ça a C'est coupé. pour ça qu'on n'a pas beaucoup de réseau. Hein. Ouais. Il y a Xavier qui a fait un très mauvais jeu de mots. Allez-y, Aline. Non, je disais que donc on est sur des agrumes, les fleurs de vigne de la pêche. En bouche, il y a une belle attaque et on finit toujours sur un côté de gingembre dans les jeunes millésimes qu'on retrouvera après plutôt en pain d'épices. Petit clin d'œil, bien sûr, encore une fois à l'Alsace. Voilà, donc on est toujours sur cette vivacité à Coutet et notre objectif. Ah, on vous a de nouveau perdu. Ça y est? Bon, bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Non, ça y est, on vous entend. On vous entend, allez-y. Vous avez entendu quoi pour pas que je me répète trop quand même? Qu'il y avait de la vivacité à Coutet, qu'on finissait sur le pain d'épices et le gingembre, et ça a coupé à ce moment-là. Voilà, bah c'est ce que je disais, que notre objectif, Philippe et moi-même, c'est de continuer ce style. Et c'est vrai que dans les grands millésimes, 2015, c'est un travail qui est toujours un peu plus facile. Mais chaque année, on nous donne le même énergie, le même envie de donner cette fraîcheur. Bon, vous avez été de nouveau coupé. Aline, ce que je vous propose, c'est de remettre la vidéo qu'on vous voit. Et ce que je vous propose, c'est que je prenne le relais et que je demande à Jérôme ce qu'il en pense, même s'il n'a pas terminé. Voilà. Qu'on vous voit souriant à l'écran. Désolée, hein, Non, mais... On est au bureau, on est confiné au bureau, mais on ne peut pas faire mieux en Wi-Fi. Hein. Ah, mais ça, je pense que c'est les calcaires de Barsac. La fibre peut pas passer. Ouais. Bon, d'un mot, Jérôme, voilà, écoutez, c'est un domaine emblématique, très connu, réputé justement, effectivement, pour avoir cette vivacité propre à Barsac. Et en même temps, j'ai toujours trouvé que Coutet était un vin très complet. Au-delà de ce côté longiligne et rafraîchissant, il y avait quand même une profondeur inouïe. Et c'est ce qui nous laisse à penser que Coutet vieillit admirablement bien, quoi. Moi, j'ai eu la chance que Philippe ouvre de vieux millésimes, des fois où nous sommes venus le visiter. Et c'est des vins qui prennent de l'ampleur sans jamais sacrifier à la fraîcheur. Et c'est ce qui fait la force de ce grand château. C'est à la fois d'avoir ce traceur Barsac très vif et en même temps d'être extrêmement complet, à la fois dans la richesse et la complexité aromatique. Bon, là, tu es face à des Alsaciens, donc je te donne de ne pas tomber dans la facilité. On va te demander de nous proposer un fromage et un dessert pour terminer avec Château Coutet 2015. Alors, oui, là c'est encore plus sérieux là, parce que je suis en train de vous proposer un accord à des Alsaciens. Alors, ça, je transpire déjà. Faut pas que je me loupe, parce que sinon je risque d'être rayé de mes racines. Alors, Château Coutet, donc c'est un grand domaine, très grand domaine. Il y a une vraie signature. Sur le 2015, enfin, ce Château Coutet a vraiment la signature Barsac, avec toute cette grosse amplitude de calcaire qu'ils ont, avec beaucoup de finesse. J'ai déjà eu l'occasion de goûter plusieurs millésimes sur Château Coutet, et je retrouvais beaucoup de notes de citron confit, cédrin. Ouais. Forcément, comme on a dit, hein,
une vraie franchise au niveau de la fraîcheur, il y a toujours ce fil conducteur. Et donc pour le fromage, moi j'étais parti, pas sur un classique comme les bleus et tout ça, je serais plus parti sur du chèvre. Je vais pas faire du Munster non plus parce que je vois David rigoler. Il m'a dit, il s'est dit, il va me sortir le Munster. Non, je ne sors pas le Munster. On va le garder pour nous, Philippe. On se le fera à l'occasion. Non, j'aurais vu un feuilleté Munster parce que justement, c'est un fromage très crayeux qui rend justement hommage au Château Coutet avec cette finesse. Donc un feuilleté, hein, on prend une pâte feuilletée maison ou qu'on peut retrouver chez le boulanger. Hein. Les boulangers vendent maintenant de la pâte feuilletée fraîche. Ouais. On met juste un morceau de chèvre dedans, on l'enroule dans le feuilletage. Et avec ça, je l'aurais accompagné juste d'un petit condiment, un petit chutney aux pommes. Ma maman elle faisait toujours de la compote de pommes parce que mon grand-père avait un très grand verger. Il a gagné des concours d'exposition de pommes. Et j'aurais accordé une petite compote de pommes avec les suprêmes de citron confit frais rajoutés dedans à la fin de cuisson de la compote de pommes. Du coup, ça arrêtera la cuisson de la compote de pommes et on garderait la fraîcheur du citron. Et du coup, on aurait ce feuilleté qui est un peu soyeux, gras, hein, parce qu'il y a quand même du beurre dans le feuilletage. Et justement, ça contrebalancera avec le côté frais du Château Coutet avec ses notes de cédrat, citron confit. Voilà, donc ça c'est pour le fromage. Superbe. Je pense que ça pourrait aller. Par contre, il faudrait le servir quand même à 10-12 degrés avec le fromage parce qu'on est quand même sur un feuilleté chaud avec ce côté friand, voilà, pour vraiment avoir ce contraste. Encore une fois, hein, entre le contraste chromatique, le contraste texture, le contraste chaud-froid, voilà, il faut toujours un peu respecter ça. Parce qu'il y a un grand respect par rapport à ce travail de sauterne. Hein. On ne va pas revenir sur tout ce qu'on a dit, hein, mais tout le travail qu'il y a dans les vignes, le nombre de personnes qui vont au vendange, la complexité de l'assemblage, etc. Jérôme, je t'interromps 10 secondes. On va d'ailleurs en parler à 15 h. Hein. On a rendez-vous avec 3 autres producteurs pour justement expliquer, et avec Aline et Philippe, on va parler justement de tout ce que ça engage en personnel, en temps, en énergie, en argent, en prise de risque, etc. Donc vas-y, je te laisse la place pour le dessert. Alors le dessert, je suis partisan d'une note un peu alsacienne. Allez, ça y est. Formidable. J'en étais sûr. Alors là, on va justement aller un peu. Je pense que vous avez peut-être remarqué un peu depuis le début les accords que je fais. Il y a toujours une subtilité sur l'un ou l'autre. Et là, justement, pour le dessert, on va utiliser le sauterne comme condiment. En fait, on va toujours le laisser dans le verre. On va le consommer de façon classique. Service, pareil, 10-12 degrés. Et finalement, ça va être le vin qui va nous assaisonner le dessert. C'est-à-dire que je devrais partir sur la fraise gariguette. On est en pleine saison. Ouais. Simplement couper, enfin laver, équeuter, couper en 4 ou en 2, comme on les aime. Et on fait un streusel. Pour ceux qui ne comprennent pas l'alsacien, un crumble. Voilà. Donc un crumble, mais avec des petites notes de cannelle. Cannelle, sucre, farine et beurre, qu'on fait en petits morceaux et on l'étale comme ça sur un papier sulfurisé ou une plaque silpate, qu'on cuit au four à 180 degrés pour qu'il y ait quand même une légère torréfaction. Donc, qui va ramener un peu de... Déjà, ça va être croustillant, mais ça va aussi ramener des petites notes caramélisées parce que ça va être un peu torréfié. Ça, c'est mon chef pâtissier Stéphane Coroller qui adore faire ça. Il aime bien faire torréfier les pâtes. Parce que lui, il a encore un plus gros rôle, il a un rôle tout aussi important que moi à jouer au restaurant La Ligue, c'est d'accorder le sauterne avec les desserts qui est quand même une masse à faire parce qu'il y a déjà du sucre dans les desserts. Donc voilà, bon, ça c'était une petite parenthèse. Donc on fait ce petit streusel à la cannelle. Les fraises qui sont coupées, on les met dans une assiette creuse de préférence. On parsème un peu le streusel qui a été cuit. Et pour amener un peu de particularité, je voudrais associer à l'estragon, qui est une plante que j'apprécie beaucoup. Et de ramener justement des petits morceaux de feuilles, mais qu'on recoupe encore en deux, et
qu'on parsème un peu partout de l'estragon frais. Et on fait juste une toute petite chantilly avec très peu de sucre, où on mettra juste une quenelle au milieu des fraises et du streusel et de l'estragon. Mais très peu sucré, mais avec quelques graines de vanille, juste une gousse grattée qu'on met à l'intérieur pour ramener un peu ce côté un peu suave et qui va enrober justement ces fraises, mais avec très peu de sucre encore une fois, parce que ce magnifique sauterne du Château Coutet qui a pas mal de fraîcheur, cédrat, tout ça, va ramener l'assaisonnement finalement à l'acidité de la fraise, à la chantilly qui est très peu sucrée. Et l'estragon va ramener ce côté herbacé et frais à ce dessert. Voilà, pensez à ça. Bon. Merci Jérôme. On viendra essayer le Munster, ce qu'on n'aurait jamais osé faire chez toi, la faire une pareille. Ça, c'est sûr. Okay. Merci Philippe. Mais c'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Merci beaucoup. Bon, de rien, avec plaisir. Bon, combien on lui met là? Parce qu'on a eu l'apéritif, l'entrée, 2 plats, fromage, dessert. Donc on va le noter sur 6. Est-ce qu'on met 6 sur 6 à Jérôme? Absolument. Bien sûr. Bien sûr. Volontiers. Oh, vous êtes trop sympa. Admirable. Tu nous as sorti en plus des classiques des accords mévins avec le sauterne. Moi, j'ai redécouvert le sauterne grâce à toi parce que ça m'a permis de me rappeler certains aspects que j'oubliais en dégustation. Et à travers ta cuisine, finalement, tu nous as montré qu'on pouvait traverser les continents, qu'on pouvait traverser les océans, même des fois s'y plonger dedans avec Château-Guiraud. Donc, chapeau, quoi. Chapeau l'artiste et chapeau au vigneron, parce que s'il n'y avait pas cette diversité, ben, tu ne pourrais pas t'éclater. Oui, donc, Sauterne est grand. Chapeau à toi, Olivier. Hein. Merci pour cette World Sauterne Day. Bah écoute. Merci. Ouais, Très belle initiative. Ouais, très belle initiative. Et c'est dommage que le repas ne soit que virtuel, mais on compte sur David pour nous faire une petite organisation pour voir les travaux pratiques sur place. David, D'ailleurs, c'est marrant parce que au travers de toutes les recettes, je me rappelle, ça fait un an et demi que maintenant j'ai le plaisir de travailler avec Jérôme et de goûter les plats, hein, puisque tu vois, on a parlé tout à l'heure du 99, je me souviens d'un accord que tu avais fait, mes vins, avec du Laforêt 99, ce côté scanné qu'on a retrouvé aussi dans le gilet, et que tu as associé un riz de veau bien croustillant, qui était absolument délicieux, ou encore des millésimes récents, je crois de Rennes Vigneault, qu'on avait goûté avec du comté de 24 mois d'âge, c'était absolument fantastique. Donc là, j'ai revécu un peu tout ça. En tout cas, moi j'ai hâte qu'on retourne au plus vite, plus ou moins à la normale, pour nouveau accueillir tous mes clients, mes amis vignerons à table et reprofiter nouveau des bons moments de la vie. Absolument. Entre amis. Quoi. Bon, d'un mot juste pour la technique, puisqu'apparemment il y a eu des gens qui ont eu des problèmes pour se connecter. Donc sachez, pour ceux qui ont pris la vidéo en cours, qu'elle est enregistrée et que donc je la mettrai à disposition avec un lien directement sur YouTube. Hein, donc il n'y aura plus qu'à la visionner quand vous aurez le temps de la regarder. Donc pas d'inquiétude pour ceux qui l'ont ratée. Elle est enregistrée et elle sera mise à disposition librement sur les sites qui vont bien. Voilà. Merci à toutes et à tous. Bon appétit. Merci. Et à tout à l'heure pour ceux que je vois à 15h. Jean. Olivier, juste un mot. Je crois que tu as dit qu'à 15h, tu avais parlé de la production et c'est important de signifier que c'est un travail absolument incroyable pour arriver à faire ce grand vin et c'est normal. Et ce que je voulais juste te dire, c'est que si les gens voient dans le sauterne effectivement cette difficulté, cette attention dans la production, ce sur quoi tu vas insister, je voulais dire que la difficulté de production est au moins équivalente au plaisir que procure un verre de sauterne quand on le boit. Et ça reste notre travail. Yes. Merci. Merci à vous. Merci. À plus. Merci à tous. Salut les amis. Merci beaucoup. À bientôt les amis.